Le 15 septembre 2007, une petite banlieue soignée de Dublin, un de ces quartiers où chaque voisin connaît personnellement l'autre et où les clôtures entre les maisons sont une pure formalité. C'est exactement ici que commença une histoire que personne ne voulait croire pendant longtemps. Ce jour-là, Chloé, 8 ans, est rentrée de l'école exactement à 4 heures de l'après-midi et a soigneusement posé son sac à dos près de la porte d'entrée. Exactement comme elle le faisait toujours. Ses baskets préférées étaient bon à leur place habituelle sur le paillasson soigneusement disposé. La maison était silencieuse, l'environnement sans particularité. Il semblait que Chloé était sortie brièvement dans la cour ou avait rendu visite à une amie de l'autre côté de la rue. Mais le soir, à 18h30, quand la mère est entrée dans la maison, elle n'était plus là. Aucun signe de lutte. Aucun signe de précipitation ou de panique, comme si Chloé était sortie avec l'intention de revenir dans 1 minute. Dans la cuisine, son déjeuner scolaire soigneusement plié était à moitié mangé. Une seule chose semblait étrange. Le téléphone de Chloé était éteint. Pour les parents et la police, cela semblait immédiatement suspect. Chloé n'éteignait presque jamais son téléphone, même pendant les cours. Après les premières heures d'incertitude, un tableau inquiétant commença à se dessiner. Une voisine, une femme âgée de l'autre côté de la rue, a d'abord signalé aux policiers que vers 5 heures de l'après-midi, elle avait remarqué une voiture suspecte près de la maison de Chloé. Selon son témoignage, la voiture avait roulé lentement le long de la rue puis s'était arrêtée un peu plus loin pendant un moment. La femme l'a décrite comme sombre, peut-être noire ou grise, mais ne pouvait se souvenir ni de la plaque d'immatriculation ni de la marque. Un autre voisin, un homme d'âge moyen, a catégoriquement contesté cette information. Il a assuré que la rue avait été complètement vide toute la journée et qu'il n'avait vu aucune voiture. Cette confusion a immédiatement attiré l'attention de la police. Dans les premières heures après la disparition, les enquêteurs ont vérifié chaque rue, chaque ruelle. La zone a été soigneusement peignée par des maîtres chiens avec des chiens pisteurs. Cependant, rien n'a été trouvé qui puisse contribuer à résoudre la disparition de Chloé. Les suspicions sont apparues presque immédiatement. La police avait beaucoup de questions, particulièrement pour le père de Chloé. Précisément le jour où sa fille de 8 ans a disparu, il a soudainement quitté son lieu de travail. Il était absent environ 1 heure et ses collègues ne savaient pas où il était allé. Plus tard, lors de l'interrogatoire, il s'est empêtré dans des explications contradictoires. Il a parlé d'affaires personnelles urgentes, mais ne pouvait pas se souvenir exactement des détails, lieux, horaires, avec qui il avait rencontré. Il semblait nerveux et cachait quelque chose de très important. En même temps, la mère de Chloé s'est complètement repliée sur elle-même, évitant les contacts avec les médias et refusant obstinément de faire tout commentaire. Une autre personne est immédiatement entrée dans le champ de vision de la police. Un garçon du voisinage, Jason, 16 ans. Il gardait occasionnellement Chloé quand les parents étaient plutôt retenus au travail. Les voisins parlaient trop bien de lui. Responsable, poli. Mais après la disparition, pour une raison quelconque, il évitait activement le contact avec la police, comme s'il se cachait délibérément. Cela a fait réfléchir les enquêteurs. Jason pourrait-il être impliqué? Ou avait-il simplement peur d'être mal compris? Cependant, le père restait au centre de l'attention. Il était visiblement nerveux et s'en mêlait constamment dans ses récits. Dans la maison semblait régner un silence tendu, interrompu seulement par les visites de la police et le silence des parents. En quelques jours, les enquêteurs ont vérifié chaque pas de l'homme, chaque appel téléphonique, chacune de ses actions au cours de la dernière semaine. Mais aucune preuve directe contre lui n'a été trouvée. Exactement 1 semaine après la disparition, quelque chose s'est produit qui a changé dramatiquement le cours de l'enquête. Dans le parc de la ville, à environ 3 km de la maison de la famille, un passant occasionnel a trouvé le téléphone de Chloé. L'appareil semblait impeccablement propre, comme si quelqu'un l'avait intentionnellement essuyé avant de le jeter dans l'herbe. Il n'y avait pas d'empreinte digitale, pas d'indice sur le téléphone. Quelqu'un voulait évidemment que le téléphone soit trouvé exactement ici et exactement dans cet état.
Les enquêteurs ont compris une chose. Quelqu'un essayait de les distraire, de les mettre sur une fausse piste. Le téléphone a été trouvé trop facilement et trop commodément, comme si quelqu'un l'avait délibérément placé pour confondre l'enquête. Il était également étrange que la batterie soit complètement épuisée et l'appareil éteint. Normalement, Chloé gardait toujours son téléphone chargé et allumé pour que ses parents puissent la joindre à tout moment. Après avoir trouvé le téléphone, la police a commencé à regarder plus largement et à enquêter non seulement sur la famille et l'environnement immédiat. Les enquêteurs ont commencé à vérifier littéralement tous ceux qui communiquaient, même occasionnellement, avec Chloé ou ses parents. Parents, enseignants, camarades de classe, connaissances occasionnelles. Ils ont vérifié les caméras de surveillance des magasins, des banques, même de la poste. Cependant, jusqu'à présent, il n'y avait pas eu de succès visible. Cette disparition est rapidement devenue l'événement central dans toutes les nouvelles d'Irlande. La télévision montrait quotidiennement les visages silencieux des parents, le travail tendu de la police et la recherche minutieuse des volontaires. Mais après une semaine, la seule découverte restait le téléphone impeccablement propre de Chloé dans le parc. Le mystère ne faisait que s'approfondir. Pendant ce temps, alors que les enquêteurs avaient l'impression de tourner en rond, ils ont décidé de revenir au début. Ils ont soigneusement examiné les déclarations des voisins et se sont souvenus des informations contradictoires concernant la mystérieuse voiture près de la maison. C'est ici, espérait-il, que pourrait se trouver l'indice crucial qui a été négligé dans les premières heures de recherche. Et c'est précisément dans l'environnement le plus proche de Chloé, parmi ceux qui la connaissaient bien, que la police a commencé à chercher un nouvel indice décisif. La famille de Chloé apparaissait à première vue comme une famille modèle, presque impeccable. La maison semblait toujours ordonnée, les parents étaient aimables, souriants, et les voisins parlaient exclusivement positivement d'eux. Il semblait que rien, sauf la disparition tragique de Chloé, ne pourrait perturber cette idylle tranquille. Cependant, 2 semaines après l'incident, la police a soudainement découvert que l'image réelle de la vie familiale n'était pas aussi rose que l'environnement le prétendait. Les enquêteurs ont obtenu le premier indice sur les problèmes cachés dans la famille lorsqu'il s'est avéré que la mère de Chloé visitait un thérapeute familial connu au centre de Dublin depuis plusieurs mois. Les visites étaient strictement confidentielles, mais après la disparition de Chloé, la police a obtenu le droit de demander directement des informations. Il s'est avéré que la mère allait seule en consultation, à l'insu de son mari, et se plaignait constamment de l'atmosphère tendue à la maison. Elle souffrait d'un état dépressif, de disputes constantes, de désaccords sur toutes les petites choses, de l'éducation aux questions financières. La relation entre les époux était si tendue que la femme pensait même au divorce, bien qu'extérieurement elle continuait à maintenir l'illusion d'une vie harmonieuse. Ces détails différaient radicalement de ce que la famille montrait en public et affirmait au début de l'enquête. Les parents ont répété à plusieurs reprises à la police et aux journalistes que tout était parfait et calme chez eux, que la disparition de Chloé avait été une surprise absolue pour eux. Maintenant, cependant, il était clair que les différences familiales avaient été soigneusement cachées à tous, y compris aux parents les plus proches. L'étape suivante de la police a été d'enquêter sur la vie financière de la famille. Et ici, parmi les relevés bancaires et les documents, un autre fait inquiétant a été découvert. 1 semaine avant la disparition de Chloé, sa mère avait transféré une somme d'argent assez importante sur un compte bancaire inconnu. Le transfert semblait inhabituel et inexplicable. Lorsque les policiers ont demandé à qui et pourquoi l'argent avait été envoyé, la femme n'a pas pu donner une réponse claire. Ses déclarations étaient décousues et peu convaincantes, comme si elle cachait quelque chose ou ne pouvait pas en parler directement. De tels faits inattendus ont amené la police à reconsidérer fondamentalement son attitude envers la mère de Chloé. De possibles témoins ou parties lésées, la femme était maintenant considérée comme potentiellement impliquée dans l'événement. Son comportement et ses déclarations semblaient suspects aux enquêteurs, surtout après qu'il se soit avéré que le jour de la disparition de Chloé, elle aussi avait quitté son travail et n'avait pas été à son poste pendant près de 2 heures. Cela n'a été déterminé qu'après l'examen des enregistrements des caméras de surveillance de son bureau, qui montraient clairement le moment où la femme quittait le bâtiment et revenait après une période prolongée.
Aux questions directes des enquêteurs sur où elle était pendant ce temps et ce qu'elle faisait, la femme a répondu de manière évasive. Elle est restée obstinément silencieuse sur les raisons de son absence, ce qui a fait douter la police de son honnêteté et l'a amenée à soupçonner qu'elle était peut-être plus impliquée dans l'affaire qu'il n'y paraissait au début. Pendant un certain temps, le centre d'attention de l'enquête s'est complètement déplacé vers elle. Les parents, amis et collègues ont à nouveau été interrogés sur son comportement récent. Il s'est avéré que la femme semblait effectivement tendue, nerveuse et parfois étrange, bien qu'au début tout le monde ait attribué cela au stress ou à l'épuisement. La police soupçonnait que le conflit familial pourrait être un motif clé de la disparition de Chloé. La détérioration cachée des parents aurait-elle pu conduire l'un d'eux à être impliqué dans cette disparition ? Cela est devenu la question centrale de la deuxième phase de l'enquête. La maison familiale a été fouillée une fois de plus, à la recherche de tout indice qui pourrait expliquer ce que les parents cachaient. Les ordinateurs et téléphones de la famille ont été vérifiés avec une minutie particulière, mais aucune de ces mesures n'a rapproché les enquêteurs de la solution. Juste au moment où l'attention de la police était entièrement dirigée vers les secrets familiaux, l'enquête a soudainement changé de direction. À nouveau, un indice extérieur est apparu, empêchant les enquêteurs de se fixer définitivement sur les parents. La police a reçu des enregistrements de caméras de surveillance installées dans un quartier voisin. Sur la vidéo prise le jour de la disparition de Chloé, on pouvait voir une voiture sombre se déplaçant lentement dans les rues. Le conducteur cherchait manifestement quelqu'un, s'arrêtant périodiquement aux intersections et observant attentivement les environs. Les caméras de surveillance ont enregistré l'heure du trajet de la voiture. Elle coïncidait avec l'heure présumée de la disparition de Chloé. Cependant, les caméras n'ont capturé ni la plaque d'immatriculation de la voiture ni le visage du conducteur. Il était seulement clair que la voiture ne venait pas du quartier et ne passait certainement pas par là par hasard. Cette découverte a amené la police à changer radicalement de perspective. Ils ont commencé à nouveau à vérifier activement toutes les voitures correspondant à la description, interrogeant les résidents du quartier et envoyant des avis de recherche dans toute l'Irlande. Les secrets familiaux, qui semblaient être la clé pour résoudre l'affaire, sont passés au second plan à ce moment-là. L'enquête s'étendait bien au-delà des limites de la paisible banlieue de Dublin. Il est devenu évident que l'enquête avait négligé quelque chose d'important dès le début, et maintenant il était urgent de découvrir qui était au volant de la voiture et pourquoi il était exactement à cet endroit, le jour où Chloé a disparu. Alors que l'attention de la police était dirigée vers la mystérieuse voiture, l'enquête a reçu de nouvelles informations qui semblaient trop importantes pour être ignorées. Un nouveau témoin s'est adressé à la police, un homme âgé nommé Thomas Hughes, qui vivait dans une rue voisine à seulement quelques minutes à pied de la maison de Chloé. Thomas n'avait pas attiré l'attention des enquêteurs auparavant, et ses déclarations semblaient étonnamment claires et détaillées. Thomas a raconté à la police que quelques jours avant la disparition, il passait devant la cour de l'école et a remarqué une scène étrange. Chloé se tenait à la porte de l'école et discutait avec un homme inconnu. Thomas a pu clairement décrire l'étranger. Selon ses mots, c'était un homme calme et posé d'environ 40 ans, pas très grand, avec des cheveux foncés. L'homme était légèrement penché en avant, parlant doucement, presque en chuchotant, comme s'il ne voulait pas attirer l'attention sur lui-même. Selon la description du témoin, Chloé ne semblait nullement effrayée ou méfiante. Elle écoutait calmement son interlocuteur et souriait même légèrement parfois, comme si elle le connaissait bien. Pour la police, c'était une piste totalement nouvelle dans l'enquête. Personne dans l'entourage proche ou le voisinage n'avait mentionné d'étrangers suspects près de Chloé. Auparavant, l'enquête avait minutieusement examiné l'environnement familial et l'environnement scolaire sans rien trouver de similaire. Par conséquent, les déclarations de Thomas ont été accueillies avec un sérieux intérêt. Les enquêteurs ont immédiatement demandé à Thomas d'aider à créer un portrait robot aussi précis que possible de l'inconnu. Après quelques heures, le portrait était prêt et la police a commencé une recherche active. Le portrait robot a été distribué parmi les voisins, les éducateurs, le personnel de l'école et même dans d'autres quartiers de la ville. Les enquêteurs étaient convaincus que si cet homme avait vraiment quelque chose à voir avec la disparition de Chloé,
Quelqu'un devait le reconnaître. Mais la réaction des gens a été inattendue. Personne ne pouvait se souvenir et identifier la personne représentée. Le portrait était de haute qualité et détaillé. Mais en réalité, personne n'avait vu une telle personne. Cela a rendu la situation encore plus confuse, bien que l'enquête considérait toujours le témoignage de Thomas comme important et fiable. Cependant, la police a décidé de vérifier la déclaration de l'homme auprès de ceux qui connaissaient mieux Chloé. Les enseignants de l'école que Chloé fréquentait ont été surpris par la scène décrite. Ils ont insisté sur le fait que Chloé avait toujours été très timide et extrêmement prudente. Elle évitait les contacts avec des étrangers et ne menait jamais de conversation avec quelqu'un qu'elle ne connaissait pas. Un tel comportement était atypique pour elle. Ces paroles ont également été confirmées par les parents. Selon leur récit, Chloé les avertissait toujours de toute personne qui essayait de lui parler. Même lors de conversations anodines, elle en parlait toujours à la maison. Ainsi, le témoignage de Thomas contredisait directement ce que la police avait entendu auparavant. D'une part, ses déclarations étaient claires, assurées et détaillées. D'autre part, l'image de Chloé connue de sa famille et de ses enseignants ne correspondait absolument pas au comportement que le témoin décrivait. Cette divergence a rendu l'enquête méfiante et l'a amené à considérer les informations reçues avec encore plus de prudence. Dans une tentative de trouver une réponse logique à cette contradiction, la police a proposé une nouvelle théorie. Peut-être Chloé aurait-elle pu partir avec quelqu'un de la maison qu'elle connaissait déjà et en qui elle avait au moins superficiellement confiance. Les enquêteurs ont à nouveau examiné soigneusement l'environnement familial, y compris les parents éloignés et les amis. Bientôt, l'attention s'est portée sur l'un des parents éloignés, le cousin du père de Chloé. Il est arrivé à Dublin peu avant la disparition de Chloé et a passé une nuit avec la famille. L'intérêt de la police a été éveillé par le fait que le parent a quitté la ville brusquement et sans explication, littéralement le lendemain de la disparition de Chloé. Cela semblait suspect. La police a commencé à vérifier l'homme, découvrant les détails de sa visite, ses contacts à Dublin et les circonstances de son départ soudain. Mais la vérification a rapidement montré que le parent avait un alibi sérieux. Au moment de la disparition de Chloé, il était déjà dans une autre ville, ce qui a été confirmé par des billets et des enregistrements de caméras de surveillance à la Gare. Cette piste s'est avérée être une autre fausse piste qui a fait reculer l'enquête d'un pas de plus. Mais la situation est devenue encore plus confuse lorsque les enquêteurs ont décidé de vérifier davantage Thomas Hughes, le témoin qui avait décrit la rencontre de Chloé avec un inconnu à l'école. En examinant minutieusement son passé, la police a découvert avec surprise que Thomas avait été condamné plusieurs fois auparavant. Il avait des condamnations pour fraude, et plus inquiétant encore, pour parjure. Il s'est avéré que l'homme utilisait souvent sa capacité à persuader et à créer des histoires convaincantes pour confondre les enquêtes ou obtenir des avantages personnels. Cela a radicalement changé l'attitude de la police envers ses déclarations. Les enquêteurs ont maintenant dû reconnaître que le témoignage de Thomas pouvait être non seulement inexact, mais complètement faux. Tout ce qu'il avait raconté sur l'inconnu pourrait n'être qu'une autre de ses manipulations, une tentative d'attirer l'attention sur lui-même ou de tirer un certain avantage de la situation tragique. Ainsi, l'enquête est revenue au point de départ. Toutes les pistes précédentes qui semblaient prometteuses ont mené l'une après l'autre à des impasses. La police a dû admettre que si longtemps après la disparition de Chloé, il n'était toujours pas plus proche de la solution. Il ne restait qu'une profonde incertitude, où même les témoignages les plus convaincants pouvaient s'avérer être d'autres mensonges. Lorsque les enquêteurs sont revenus au point de départ, l'attention de la police est revenue à celui qui avait évité les conversations et la communication directe avec l'enquête depuis le début. Il s'agissait à nouveau du voisin adolescent nommé Ryan, qui vivait littéralement à 2 maisons de la famille de Chloé. Dans les premiers jours après la disparition, Ryan évitait soigneusement tout contact avec les enquêteurs. Il trouvait toujours un prétexte pour ne pas répondre aux questions ou ne pas se présenter au rendez-vous convenu. Initialement, l'enquête percevait cela comme une peur juvénile habituelle de la police. Mais maintenant, en l'absence d'autres indices, le comportement de Ryan commençait à paraître extrêmement suspect.
Les enquêteurs ont décidé de vérifier le garçon une fois de plus et ont demandé des données sur ses appels téléphoniques et ses activités sur les réseaux sociaux. C'est là que la police a trouvé le premier signal alarmant. Il s'est avéré que Ryan avait complètement effacé toutes les conversations et tous les journaux d'appel, tant de son téléphone que de son ordinateur portable personnel, seulement 2 jours avant la disparition de Chloé. Pour un adolescent qui vit constamment sur les réseaux sociaux, une telle démarche semblait très étrange et totalement atypique. La police a immédiatement convoqué Ryan pour un nouvel interrogatoire et lui a demandé directement pourquoi il avait supprimé tous ses messages personnels. Le garçon n'avait manifestement pas anticipé une telle question. Au début, il a commencé à se justifier en disant que c'était un accident, puis il a affirmé qu'il voulait simplement prendre un nouveau départ. Ses réponses ne semblaient pas convaincantes, et la police a décidé de procéder à une perquisition plus approfondie dans sa maison, dans l'espoir de trouver au moins quelques indices qui pourraient éclaircir la situation. C'est précisément lors de cette perquisition que les enquêteurs ont découvert un autre fait qui les a fait voir Ryan sous un jour complètement différent. Dans la mémoire d'un des téléphones, caché parmi de vieilles affaires dans l'armoire, on a trouvé des photos de Chloé. Les images ne suscitèrent pas d'inquiétude évidente. Il n'y avait rien d'inquiétant ou d'effrayant dessus. Mais elles avaient toutes été manifestement prises en secret, à l'insu de Chloé elle-même ou de ses parents. Il n'y avait pas beaucoup de photos, mais elles ressemblaient toutes à quelqu'un qui observait secrètement la fille de côté. Les enquêteurs ont immédiatement interrogé Ryan sur ces images. Le garçon s'est visiblement tendu et a commencé à assurer que les photos avaient été prises exclusivement pour s'amuser. Il a dit qu'il voulait rire avec des amis, qu'il ne voulait faire de mal à personne. Mais la police n'a pas cru à une version aussi simple des événements. Des photos cachées de Chloé, la voisine de 8 ans, semblaient au moins troublantes, surtout dans le contexte de sa récente disparition. Par conséquent, les enquêteurs ont de nouveau posé des questions sur l'alibi de Ryan. C'est là qu'un nouveau problème a commencé. Ryan avait précédemment affirmé que le jour de la disparition de Chloé, il jouait au football avec son ami Dylan dans un quartier voisin. Cela avait également été confirmé par Dylan lui-même, de sorte que la police avait alors accepté l'alibi de Ryan comme fiable. Cependant, lorsque Dylan a été de nouveau convoqué pour interrogatoire, la situation a changé de façon spectaculaire. Sous la pression des faits et des questions des enquêteurs, Dylan a soudainement avoué qu'il avait menti la première fois à la demande de Ryan. Il n'y avait pas eu de football, et Dylan avait passé toute la soirée effectivement à la maison et non avec Ryan. Cet aveu a immédiatement détruit l'alibi de l'adolescent qui semblait auparavant impeccable. Ryan était maintenant sous surveillance encore plus intense de la part des enquêteurs. La police l'a immédiatement arrêté pour une enquête supplémentaire. L'adolescent a été interrogé pendant plusieurs heures, avec des questions toujours nouvelles. Ryan se confondait, changeait constamment ses déclarations, parlait de détails insignifiants et évitait de répondre aux questions principales sur où exactement il se trouvait lorsque Chloé a disparu. Plus l'interrogatoire durait, plus il devenait clair que le garçon cachait quelque chose d'extrêmement important, bien que les enquêteurs ne pouvaient pas encore comprendre exactement quoi. La situation devenait de plus en plus difficile pour Ryan. Les enquêteurs étaient déjà presque certains que c'était précisément lui qui pourrait être la clé pour résoudre cette affaire compliquée et déroutante. L'état psychologique du garçon se détériorait visiblement à chaque heure. Il était nerveux, perdu, parfois à peine capable de se contrôler. Cependant, la police ne recevait toujours pas d'informations concrètes. Ryan continuait à nier toute implication dans la disparition de Chloé, mais ses paroles sonnaient peu crédibles et éveillait encore plus de soupçons chez les enquêteurs. Mais au moment même où il semblait que la police était littéralement à un pas de résoudre l'énigme, il y eut un tournant inattendu. De nouvelles données de l'opérateur de téléphonie mobile ont été présentées aux enquêteurs qui ont complètement renversé la situation. Les enregistrements des antennes relais ont confirmé qu'environ 1 heure avant la disparition de Chloé, le téléphone de Ryan était loin de la ville, dans la direction opposée à sa maison. Cela a été prouvé avec une précision absolue et excluait la possibilité que le garçon soit physiquement présent au moment où Chloé a disparu de la maison. Cette nouvelle découverte a surpris la police.
Les enquêteurs étaient convaincus que Ryan était impliqué dans l'affaire et se préparaient déjà à lui faire des accusations graves. Cependant, les données techniques objectives l'excluaient complètement du cercle des suspects potentiels. La police n'avait à nouveau pas un seul suspect réel, pas une seule piste utile. Finalement, l'enquête s'est retrouvée de nouveau dans une impasse. Toutes les versions qui semblaient convaincantes et réelles s'effondraient l'une après l'autre et ne résistaient pas à l'épreuve du temps et des faits. Et de nouveau, l'affaire Chloé se retrouvait là où elle avait commencé, dans une profonde incertitude, sans aucun indice ou idée claire de la façon de procéder. 7 longues années se sont écoulées, 7 années de silence, d'incertitude et d'attente de réponses qui, semblait-il, ne viendraient jamais. L'enquête sur la disparition de Chloé s'était de fait arrêtée. Trop de pistes avaient été vérifiées et écartées. Trop de suspects s'étaient avérés non impliqués. Il semblait que l'affaire resterait non résolue. Les parents de Chloé vivaient dans une attente constante, qui s'était depuis longtemps transformée en une habitude sourde et douloureuse. Les habitants de la banlieue de Dublin se résignaient progressivement à l'idée que l'histoire de la disparition de Chloé resterait à jamais un mystère. Cependant, en avril 2014, tout a soudainement changé. Une histoire criminelle complètement différente a secoué les nouvelles locales. La police a arrêté Patrick O'Connor, 46 ans, un résident de la même banlieue, en relation avec un autre crime grave. L'homme, qui était auparavant complètement inaperçu des voisins et de la police, s'est soudainement retrouvé au centre de l'attention des forces de l'ordre. Personne dans le quartier ne le connaissait particulièrement bien. Une personne calme, discrète, réservée, qui communiquait rarement avec les voisins et paraissait presque invisible parmi les habitants ordinaires du quartier. Sa maison, bien entretenue et en rien remarquable, n'était qu'à quelques minutes à pied de la maison familiale de Chloé. Lors de la perquisition de la maison de Patrick, les enquêteurs ont commencé à examiner chaque pièce en détail jusqu'à ce qu'ils descendent à la cave. C'est là que les policiers ont fait une terrible découverte. Sous le sol en béton, ils ont découvert des restes qui avaient manifestement été là pendant de nombreuses années. La cave était aménagée de telle manière que personne ne soupçonnerait jamais ce qui se cachait sous l'apparente propreté et normalité. L'enquête a immédiatement commencé à identifier les restes trouvés, bien que personne n'exprimait à voix haute des suppositions sur qui cela pourrait être. Les gens de la banlieue s'étaient déjà habitués à ce que toutes les suppositions mènent à des déceptions. Cependant, après quelques jours, le résultat de l'analyse ADN est arrivé, qui a immédiatement ramené les enquêteurs et toute la communauté locale 7 ans en arrière. L'expertise a confirmé sans équivoque l'horrible vérité. C'était Chloé. Tout ce temps, elle se trouvait à seulement quelques pas de la maison où elle avait passé ses courts 8 ans. Pendant 7 ans, les parents et l'enquête cherchaient des réponses. Et tout ce temps, la clé du mystère était incroyablement proche. Cette nouvelle a choqué non seulement la famille, mais la ville entière. Un homme simple et discret qui vivait à proximité s'est avéré être celui qui cachait à tous la sombre vérité. La police a immédiatement commencé à enquêter sur toutes les circonstances de la vie de Patrick O'Connor au cours des dernières années. Les enquêteurs ont été étonnés de la discrétion avec laquelle il avait réussi à vivre parmi les gens sans éveiller le moindre soupçon. Il n'était pas sur la liste des suspects, il n'avait pas été mentionné par les voisins, son nom n'apparaissait dans aucun rapport de police pendant toute la durée de la recherche. Tout cela indiquait que Patrick excellait à cacher toutes ses actions et à ne laisser aucune trace. Mais même sous la pression de preuves indiscutables, Patrick continuait à nier son implication dans la disparition de Chloé. Il se comportait calmement, presque avec indifférence, et niait méthodiquement chaque accusation, chaque supposition des enquêteurs. Il ne donnait pas d'explication, ne racontait pas pourquoi précisément Chloé était devenue sa victime et pourquoi, pendant toutes ces années, personne ne s'était douté de rien. Les enquêteurs essayaient d'obtenir de lui quelques détails, au moins un peu de clarté, mais ne rencontraient là que silence et déni. Même après de nombreux interrogatoires et vérifications, la police n'a pas pu établir de motif clair, ce qui a poussé Patrick
Pourquoi il a choisi précisément elle et pourquoi cela n'a été remarqué par personne est resté inconnu. Les parents de Chloé ont reçu la réponse qu'ils avaient attendue si longtemps, mais elle n'a apporté aucun soulagement. Maintenant, ils connaissaient le nom de la personne qui avait enlevé leur fille, mais ne comprenaient pas les raisons pour lesquelles tout cela s'était produit. L'absence de mobile, l'absence d'aveux et d'explications logiques ne faisait qu'aggraver leur douleur. Toute cette histoire n'a laissé que des questions sans fin auxquelles on ne trouvera jamais de réponse. Le procès contre Patrick O'Connor est devenu l'une des affaires les plus retentissantes de l'histoire moderne de l'Irlande. Malgré ses dénégations obstinées et son refus de plaider coupable, les preuves présentées étaient irréfutables. Après des mois de délibération, le tribunal a rendu un verdict sans équivoque. Patrick a été reconnu coupable et condamné à la prison à perpétuité sans possibilité de libération anticipée. Il semblait que l'histoire devait se terminer là, mais personne n'a ressenti de soulagement. Le verdict du tribunal n'a pas apporté de sentiment de conclusion ou de justice. Dans la banlieue de Dublin, régnait un silence tendu. Les gens n'arrivaient pas à croire pendant longtemps que le voisin tranquille, qui avait vécu à côté d'eux pendant de nombreuses années, était capable d'un tel crime. La sombre incertitude qui a accompagné cette affaire pendant de nombreuses années est restée dans les cœurs des résidents. Pour la famille de Chloé, la décision du tribunal signifiait la fin de l'enquête officielle, mais pas la fin de leur tragédie personnelle. Ils ont réalisé qu'ils ne comprendraient jamais complètement ce qui s'était passé et pourquoi c'était arrivé précisément à leur fille. La maison dans laquelle ils avaient vécu pendant de nombreuses années est restée vide pour toujours. Les voisins ont cessé de poser des questions et évitèrent de se regarder dans les yeux. Tout était imprégné d'un lourd silence et du sentiment que quelque chose n'avait pas été complètement compris, pas complètement découvert. Dans la banlieue est de rester pour toujours une atmosphère d'inquiétude et de méfiance. Personne ne se sentait plus en sécurité et personne ne pouvait être sûr que cela ne se reproduirait jamais. L'histoire de Chloé s'est terminée avec le verdict du tribunal, mais pour ceux qui continuent à vivre dans cet endroit, elle est restée à jamais une énigme non entièrement résolue avec laquelle ils doivent continuer à vivre. Pendant 10 ans, personne ne pouvait comprendre où Olivia Lawrence avait disparu. En 2011, sa disparition a bouleversé Edmonton. 9 ans, l'âge où l'on fait encore confiance au monde. Mais le mystère s'était résolu récemment, quand les policiers ont ouvert une porte dont personne ne soupçonnait l'existence. Toutes ces années, Olivia était proche, tout près. Seulement, il n'y avait plus de vie dans ses yeux. Edmonton, novembre 2011. Le temps était sombre et froid ces jours-là, comme c'est généralement le cas avant le long hiver canadien. Il y avait une anxiété dans l'air que les habitants essayaient d'ignorer. Le matin du 7 novembre, Olivia Lawrence a quitté sa maison sur Hawthorne Street comme d'habitude et s'est dirigée vers l'école, située à seulement 15 minutes de marche. Elle connaissait bien le trajet qui passait par des quartiers calmes mais animés. Chaque jour, des dizaines de personnes passaient par là. Parents, employés de magasins, adolescents des écoles voisines. À 15h05 ce jour-là, les courses sont terminées. Habituellement, Olivia rentrait chez elle au plus tard à 15h30 et sa mère, Evelyn Lawrence, l'attendait toujours. Ce jour-là, elle s'était attardée dans la cuisine à préparer le déjeuner. En regardant l'horloge à 15h40, la femme ressentit une légère inquiétude pour la première fois. À 16h ans, elle marchait nerveusement dans le salon, guettant sa fille par la fenêtre. À 16h15, Evelyn composa le numéro de téléphone portable de son mari, David Lawrence, et 1 heure plus tard, ils se tenaient ensemble à l'entrée du poste de police, remplissant une déclaration de disparition. La police commença les recherches immédiatement. En quelques heures, les officiers avaient fouillé l'itinéraire d'Olivia, interrogé les voisins et vérifié les caméras de surveillance des magasins voisins. Rien. Il semblait que l'Olivia de 9 ans s'était évaporée dans l'air en plein jour et dans une rue animée.
pas un seul témoin, pas une seule image utile des caméras. Les détectives étaient dans une impasse et la ville était figée dans une attente anxieuse. Cependant, 2 jours plus tard, tôt le matin, un passant dans le parc River Valley tomba sur un objet qui força la police à changer sa stratégie de recherche. Près d'un grand érable se trouvait soigneusement posé un sac d'école. Plus tard, la version la plus effrayante fut confirmée. Le sac appartenait bien à Olivia. L'étrangeté de la découverte résidait dans la netteté et la disposition presque démonstrative. Les ravisseurs n'agissent pas ainsi. Cela ressemblait à un message silencieux ou à un étrange indice. Le contenu du sac était intact. Manuel scolaire, trousse, cahier d'école. Mais aucune empreinte digitale ou cheveux. Pas une seule trace. Pendant ce temps, les voisins de la famille Lawrence commencèrent à se rappeler de petits détails. Une femme vivant en face de la maison des Lawrence, Madame Patricia Harper, affirmait avoir personnellement vu Olivia 2 jours après sa disparition. Selon elle, cela s'était produit près du supermarché local, au rayon pâtisserie. Elle était certaine de l'avoir reconnue à sa veste rouge vif et ses cheveux clairs. Mais la police écarta rapidement cette version. Mme Harper avait récemment subi un AVC grave. Sa mémoire lui faisait souvent défaut. Son témoignage fut jugé peu fiable, bien que la femme insista jusqu'à la fin. L'enquête se poursuivait, et bientôt l'attention des détectives se porta sur la famille Lawrence. Le comportement des parents souleva de nombreuses questions. Le père d'Olivia, David, semblait étonnamment réservé et calme. Pas une larme, pas une seule crise émotionnelle. Ses réponses sèches et brèves éveillèrent immédiatement les soupçons. Dans la pratique de l'enquête, on sait que ce genre de calme peut indiquer une implication. Il fut interrogé plusieurs fois. Chaque fois, il répétait la même chose. Le matin, il était parti au travail, était revenu l'après-midi, puis était sorti faire des courses. Mais une voisine se souvint que ce jour-là, David était sorti et rentré plusieurs fois sans sac ni achat. Ces détails, apparemment insignifiants, étaient soigneusement notés par la police dans le dossier. Evelyn Lawrence, en revanche, semblait trop émotive. Elle appelait constamment la police, exigeait des rapports, faisait des scènes au commissariat. Ce comportement inquiéta également les détectives. Mais pour l'instant, aucun soupçon direct ne pesait sur elle. En parallèle, un deuxième suspect apparut. Le gardien de l'école, un certain Michael O'Hara. Le jour de la disparition d'Olivia, il avait soudainement démissionné et 24 heures plus tard, il avait quitté la ville après avoir vendu sa voiture. Lors d'une vérification, il s'avéra que 5 ans auparavant, il avait déjà été jugé pour vol. Mais une vérification plus approfondie ne révéla aucun lien réel entre O'Hara et la disparue. Il fut rapidement retrouvé dans l'état voisin, vivant tranquillement chez des parents et donna des témoignages détaillés. Il affirmait avoir simplement voulu changer de vie et déménager. Cette piste s'éteignit rapidement. L'enquête semblait dans une impasse jusqu'à ce qu'un matin, exactement 1 semaine après la disparition d'Olivia, une lettre anonyme fut découverte sur le seuil de la maison des Lawrence. L'enveloppe était complètement propre, sans timbre ni adresse. À l'intérieur se trouvait une photographie. Un cliché Polaroid, manifestement pris très récemment, après la disparition d'Olivia. Sur la photo, elle se tenait près d'une porte inconnue, vêtue de vêtements étrangers, trop grands. Son regard semblait effrayé et perdu. En arrière-plan, des murs de béton nus et un éclairage faible. Pas d'autres détails. Ni message, ni exigence. Juste une photo qui a radicalement tout changé. La police recommença à vérifier le quartier. Des recherches à grande échelle furent organisées, mais la photo ne donna aucun indice réel.
Mais maintenant, il était clair que la fille était détenue quelque part à proximité, dans un lieu fermé, et probablement tout près. Cela signifiait que pendant tout ce temps, Olivia se trouvait à portée de main, mais complètement inaccessible pour être aidée. L'enquête dut prendre une direction complètement différente, et les détectives comprirent pour la première fois qu'ils n'avaient pas affaire à un enlèvement ordinaire, mais à un crime beaucoup plus complexe et sombre. Le regard des enquêteurs se tourna à nouveau vers David Lawrence. Derrière sa retenue apparente se cachait quelque chose de plus qu'un simple caractère froid. Maintenant, les détectives devaient découvrir qui il était vraiment et quel lien il pouvait avoir avec la disparition d'Olivia. En étudiant le comportement de David, l'enquête conclut qu'il menait une double vie, le cachant soigneusement à sa famille et à son entourage. Une vérification informatique des appareils personnels, effectuée quelques jours après la disparition d'Olivia, révéla un détail étrange. Sur son ordinateur portable furent découverts des messages cryptés, envoyés et reçus d'un utilisateur non identifié via un chat privé. Tous les messages étant cachés derrière une cryptographie complexe que les techniciens de police ne pouvaient pas déchiffrer immédiatement. Cela éveilla immédiatement des soupçons, car de telles mesures sont généralement prises par des personnes qui ont quelque chose à cacher. Les détectives se concentrèrent sur la découverte de l'identité de ce mystérieux interlocuteur de David. Dès les premières tentatives de déchiffrement, il devint clair qu'il ne s'agissait pas d'une correspondance ordinaire entre amis ou collègues. Son caractère secret était indiqué par la fréquence d'envoi des messages et la brièveté des réponses. Il y avait des tentatives de rencontres personnelles, mais ni les lieux ni les noms des interlocuteurs n'étaient jamais clairement indiqués. Tout était soigneusement voilé, comme si les participants se préparaient à quelque chose qui ne devait pas tomber sous les yeux des étrangers. Un des experts informatiques de la police réussit à déchiffrer partiellement un petit fragment de message. Le texte semblait étrange et inquiétant. « Il faut le faire rapidement. Personne ne doit savoir. Es-tu sûr que personne ne t'a vu ?» Ces courts fragments de texte pouvaient indiquer soit une conspiration criminelle, soit quelque chose de complètement différent, mais qui alarmait clairement l'enquête. Chaque détail de la correspondance renforçait les soupçons envers David Lawrence. Son image extérieure de manager prospère, de citoyen consciencieux et de père attentionné commença à s'effondrer rapidement. L'enquête décida de revérifier l'alibi de David le jour de la disparition d'Olivia. Auparavant, il avait dit qu'il était au travail, puis était sorti au magasin. La police demanda les données de son opérateur mobile, espérant confirmer sa localisation grâce aux stations de base. Les résultats furent inattendus. Le téléphone de David avait été éteint exactement 1 heure avant la disparition d'Olivia et était resté inactif pendant près de 4 heures. Lawrence lui-même expliqua cela par le fait que la batterie s'était déchargée. Mais les spécialistes remarquèrent que c'était inhabituel. David était toujours attentif à la charge de ses appareils, surtout compte tenu de la nature de son travail. Cela ne s'était jamais produit auparavant. L'enquête considéra ce fait comme significatif. Parallèlement aux données mobiles, les informations des caméras de surveillance extérieure près du bureau de Lawrence furent vérifiées. Il s'avéra que David avait quitté le bureau beaucoup plus tôt qu'il ne l'avait dit à la police et était rentré chez lui à un tout autre moment que celui qu'il avait affirmé dans ses dépositions. Lorsque les détectives lui signalèrent cette incohérence, David ne réagit pas, répéta simplement ses déclarations précédentes et se tut à nouveau, plongeant dans un silence lourd et méfiant. À mesure que les faits s'accumulaient l'un après l'autre, l'enquête commença à supposer que la disparition d'Olivia était une opération soigneusement préparée, à laquelle le père lui-même pouvait être impliqué. Cela aurait expliqué l'étrange correspondance, le téléphone éteint et la confusion dans les témoignages. Peut-être quelqu'un l'aidait, ce que confirmaient les messages cryptés. Pendant un certain temps, cette version devint la principale. Les médias commencèrent à recevoir les premières fuites de la police. L'opinion publique se retourna brusquement contre David
et il semblait qu'une arrestation allait être annoncée d'un moment à l'autre. Mais malgré toutes les preuves évidentes, il manquait quelque chose d'important. Les enquêteurs ne pouvaient toujours pas expliquer le motif de l'acte de David. La situation financière de la famille était stable. Il n'avait pas de dettes ni de conflits. Ses relations avec Olivia avaient toujours semblé normales. Calme. Rien, hormis son calme froid et sa correspondance mystérieuse, n'indiquait directement sa réelle implication. Au moment où il semblait que la culpabilité de David était presque prouvée et que les détectives étaient prêts à clore l'affaire, un témoin inattendu se présenta au commissariat. Un homme nommé George Phillips déclara que le jour de la disparition d'Olivia, il l'avait vue près d'une voiture inconnue, dans la rue voisine, à peu près au même moment où la jeune écolière de 9 ans avait disparu. Selon lui, elle était avec un homme qu'il n'avait jamais vu auparavant. Il parlait à voix basse. Olivia semblait perplexe, mais ne pleurait pas et ne résistait pas. La voiture était sans plaque d'immatriculation, argentée et un peu délabrée, mais George se souvenait clairement du visage de l'homme. Ce n'était pas David Lawrence. Ces nouveaux témoignages effacèrent instantanément toutes les certitudes de l'enquête. La version qui semblait si évidente commença à s'effondrer, forçant les détectives à revoir leurs hypothèses. L'enquête fut contrainte de changer à nouveau de direction, mais il devint maintenant évident que la disparition d'Olivia pouvait cacher une histoire bien plus complexe qu'il n'y paraissait initialement. Alors que l'attention des détectives se détournait de David Lawrence pour rechercher l'homme mystérieux à la voiture argentée, des détails révélant un tout autre aspect de la vie de la famille Lawrence émergèrent soudainement dans l'enquête. Ce qui semblait auparavant être un exemple de vie tranquille et prospère commençait à révéler un côté complètement différent, caché aux yeux étrangers. Jusqu'à présent, la mère d'Olivia, Rachel Lawrence, semblait être une victime des circonstances, une femme inconsolable ayant perdu ce qu'elle avait de plus cher. Cependant, l'enquête découvrit maintenant qu'elle avait eu de sérieux problèmes dans le passé, que la famille avait soigneusement cachés aux amis et voisins. 7 ans plus tôt, Rachel avait été soignée dans une clinique privée spécialisée dans les troubles mentaux. Les informations sur son diagnostic étaient strictement confidentielles et même les proches parents n'étaient pas informés de tous les détails. Ce fait amena les enquêteurs à voir différemment la situation dans la maison des Lawrence. La police récupéra des documents médicaux et s'entretint avec le médecin traitant de Rachel. On apprit qu'elle souffrait d'une forme grave de dépression, accompagnée d'épisodes de psychose aiguë. Malgré un traitement réussi et une rémission prolongée, le médecin nota que les patients avec de tels diagnostics sont toujours dans un groupe à risque de rechute, surtout dans des situations stressantes. La disparition d'Olivia aurait pu être précisément le déclencheur capable de faire sortir à nouveau la femme de son équilibre psychologique. Les enquêteurs recommencèrent à interroger les parents et voisins des Lawrence, essayant de comprendre si le comportement de Rachel avant la disparition d'Olivia avait été inhabituel. Au début, la famille déclara unanimement que rien de spécial ne s'était produit. Cependant, au fur et à mesure des nouvelles conversations, des contradictions évidentes apparurent dans leurs propos. La sœur de Rachel, Lisa Miller, lors de sa première conversation avec la police, avait dit que le comportement de sa sœur dans les semaines précédant la disparition d'Olivia était absolument normal et en rien remarquable. Lors du second interrogatoire, Lisa n'était plus aussi sûre. Elle avoua que Rachel était devenue très anxieuse ces derniers mois, renfermée, évitant même les contacts avec ses proches et disant constamment qu'elle était fatiguée de cette vie. Parfois, Rachel refusait même de quitter la maison, invoquant une mauvaise santé, bien que les médecins ne trouvaient pas de cause physique à cet état. D'autres voisins confirmèrent que Rachel semblait très déprimée ces derniers jours et se comportait comme si elle attendait quelque chose de mauvais. Mais personne ne pouvait se souvenir d'épisodes concrets d'agression ou de comportements dangereux envers Olivia. Néanmoins, l'atmosphère même dans la maison des Lawrence commença à paraître de plus en plus inquiétante et dangereuse aux yeux de l'enquête. Compte tenu de tous les faits révélés,
Les enquêteurs commencèrent à envisager sérieusement une version dans laquelle la principale suspecte devenait Rachel elle-même. Les détectives supposèrent qu'elle aurait pu, dans un état psychologique grave, causer involontairement du mal à sa fille, puis soigneusement cacher les traces. Les médias reçurent à nouveau une fuite d'informations et la ville fut plongée dans de nouvelles rumeurs. Les voisins, qui sympathisaient encore récemment avec la famille, commencèrent à regarder la maison des Lawrence avec suspicion. Sur la base de ces hypothèses, la police obtint un mandat pour une perquisition supplémentaire dans la maison des Lawrence. Les chambres, le sous-sol et le garage furent soigneusement vérifiés. Les effets personnels de Rachel furent minutieusement examinés. Son téléphone, ses journaux intimes, ses notes personnelles. Mais rien de compromettant, à part des descriptions de ses propres peurs et préoccupations, ne fut trouvé. Bien que le soupçon fût fort, il ne reçut pas de confirmation directe. Néanmoins, l'image de la mère malheureuse commença à changer radicalement aux yeux du public et des forces de l'ordre, augmentant la pression sur Rachel. Les enquêteurs commencèrent à travailler avec un psychologue pour comprendre si une femme avec un tel diagnostic pouvait indépendamment concevoir et réaliser un plan complexe de disparition d'Olivia. Les opinions des spécialistes étaient départagées. Certains considéraient cela possible lors d'épisodes psychotiques, d'autres étaient donc convaincus que Rachel ne pouvait pas agir de manière si consciente et méthodique, surtout compte tenu de son état actuel. Au milieu de ces doutes et recherches de preuves de culpabilité ou d'innocence de la mère, un message soudain parvint à la ligne de police, changeant à nouveau radicalement la direction de l'enquête. Une femme qui appelait, habitante de la ville voisine de Saint-Albert, affirmait avoir vu très récemment, littéralement ces jours-ci, une fille ressemblant beaucoup à Olivia. Selon elle, la fille se trouvait avec une femme inconnue dans un café près de la place centrale. Le témoin se rappelait le comportement étrange de la fille, qui avait immédiatement attiré son attention. Elle semblait troublée et déprimée, regardant constamment autour d'elle, comme si elle craignait quelque chose. La femme assurait que la fille ressemblait exactement aux photos d'Olivia, montrées auparavant à la télévision et dans les journaux. La police envoya immédiatement un groupe de détectives à Saint-Albert. Les déclarations de la femme furent prises au sérieux et la version de l'implication possible de Rachel passa à nouveau au second plan. Les détectives comprenaient qu'il n'y avait plus de temps pour les erreurs et maintenant, tout l'espoir reposait sur le nouveau témoin et ses paroles. L'enquête prit à nouveau un nouveau tournant, menant les enquêteurs bien au-delà du cercle habituel des suspects, ouvrant des horizons complètement différents de cette histoire. Alors que la police consacrait toutes ses forces à vérifier le nouveau témoignage de Saint-Albert, un groupe de spécialistes techniques, travaillant en parallèle, découvrit soudainement un indice qui ramena l'enquête à son point de départ, dans la rue où Olivia avait disparu. En revisionnant les enregistrements vidéo des caméras de surveillance extérieures une fois de plus, mais cette fois-ci de manière plus minutieuse et scrupuleuse, les policiers remarquèrent un enregistrement spécifique. La caméra d'un magasin situé à seulement 100 mètres du lieu de disparition d'Olivia avait capturé un fragment auquel personne n'avait prêté une attention particulière auparavant. L'expert en criminalistique numérique agrandit et traita l'image et il devint alors clair. Sur les images figurait bien Olivia. On la reconnaissait à sa veste rouge vif et ses cheveux clairs. L'enregistrement, auparavant considéré comme insignifiant et flou, se transforma soudainement en l'une des preuves clés. Sur les images, on voyait clairement Olivia monter dans une voiture inconnue, garée de l'autre côté de la rue. Elle s'approcha calmement de la voiture, comme si elle connaissait bien celui qui était à l'intérieur. La voiture resta sur place moins d'1 minute, puis repartit tranquillement dans une direction inconnue. Cela changea radicalement l'image de ce qui s'était passé. Personne n'avait attrapé Olivia, ne l'avait emmenée de force, ne l'avait obligée à monter dans la voiture. C'était un acte volontaire, ou du moins, ça en avait l'air.
La police fit immédiatement appel à des experts automobiles pour identifier le véhicule à partir des images vidéo. L'analyse initiale indiqua qu'il s'agissait peut-être d'un ancien modèle de Honda de couleur argentée. Cependant, des contradictions apparurent rapidement. Un deuxième expert insistait sur le fait qu'il s'agissait d'une Toyota, et un troisième affirmait qu'il pouvait s'agir d'un modèle complètement différent d'un fabricant japonais. Personne ne pouvait parvenir à un consensus en raison de la mauvaise qualité de l'enregistrement, et la plaque d'immatriculation semblait délibérément masquée ou couverte de boue. Les débats entre spécialistes s'éternisaient, prenant un temps précieux. Les enquêteurs décidèrent d'envoyer l'enregistrement pour une expertise indépendante, espérant une conclusion définitive. Mais, en attendant les résultats, ils furent contraints de travailler indépendamment sur chaque version de la marque de voiture et des propriétaires potentiels de tels véhicules à Edmonton et dans les environs. Cela créait un chaos et étendait l'enquête, obligeant la police à avancer simultanément dans plusieurs directions. L'une des premières vérifications concernait un homme nommé Frank Jenkins, un résident précédemment condamné d'un quartier voisin. Jenkins possédait une vieille Honda Civic argentée, correspondant parfaitement à la description de la version d'un des experts. Jenkins avait un riche passé criminel. Il était souvent tombé sous le radar de la police pour des vols et des délits mineurs. Il convenait parfaitement au rôle de suspect, secret, peu communicatif et vivant en périphérie de la ville, loin des regards indiscrets. La police se rendit immédiatement au domicile de Jenkins. Il fut surpris de cette visite et n'opposa aucune résistance lors de son arrestation. Les enquêteurs examinèrent soigneusement sa voiture et sa maison. À première vue, il semblait que la voiture correspondait à la description de l'enregistrement vidéo. Mais bientôt, tout s'avéra à nouveau plus compliqué. Au moment de la disparition d'Olivia, Jenkins était loin d'Edmonton, chez des parents dans un autre État, ce que confirmaient les données de son téléphone portable et de nombreux témoins. Encore une fausse piste, encore une déception pour l'enquête. Malgré l'alibi de Jenkins, les médias avaient déjà diffusé des informations sur un suspect potentiel. Cela provoqua à nouveau une vague d'agitation dans la société, intensifiant l'atmosphère déjà tendue autour de l'affaire. Aux yeux des gens, Jenkins était déjà devenu un criminel, bien qu'aucune preuve réelle de son implication n'ait été trouvée. La police dut publiquement lever tous les soupçons qui pesaient sur lui, mais la confiance des habitants de la ville envers l'enquête fut à nouveau ébranlée. Le temps passait, et les enquêteurs commencèrent à sentir qu'ils étaient à nouveau dans une impasse, tandis que l'espoir de résoudre l'énigme s'estompait lentement. Cependant, au moment de la plus grande tension et incertitude, les résultats de l'évaluation d'experts de l'enregistrement vidéo de la caméra de surveillance du magasin apportèrent une nouvelle complètement inattendue. L'enquête criminalistique montra que l'enregistrement avait été soumis à une édition. Quelqu'un avait clairement essayé de cacher ou de modifier une partie des images, supprimant plusieurs fragments importants. Ce détail changeait à nouveau complètement le cours de l'enquête. Les détectives réalisèrent maintenant clairement qu'ils n'avaient pas affaire à un simple enlèvement, mais à un crime soigneusement planifié et habilement camouflé, impliquant quelqu'un ayant accès aux enregistrements vidéo et des connaissances techniques. Cette découverte obligea la police à reconsidérer littéralement tout ce qui était connu jusqu'à ce moment. L'enquête fit à nouveau un virage inattendu, s'enfonçant toujours plus profondément dans les mystères et intrigues qui entouraient l'affaire Olivia Lawrence, obligeant les enquêteurs à regarder là où ils ne pouvaient même pas le supposer auparavant. Après la découverte de la falsification sur l'enregistrement vidéo du magasin, les enquêteurs commencèrent à comprendre qu'ils étaient confrontés à un adversaire soigneusement préparé et techniquement compétent. À ce moment-là, le nom d'une personne qui avait déjà attiré l'attention au tout début, mais avait ensuite été mise de côté pour une raison quelconque, réapparut dans l'affaire. Un nom devenu clé dans la phase suivante de l'enquête, le gardien de l'école Michael O'Hara. Au début, les enquêteurs n'avaient
pas accordé suffisamment d'importance au fait que Michael avait soudainement quitté Edmonton le lendemain même de la disparition d'Olivia. Officiellement, il l'avait expliqué par des raisons personnelles, et ses paroles avaient été acceptées sans vérification supplémentaire. Mais après la découverte de manipulations sur l'enregistrement vidéo, la police décida de revoir les documents concernant tous ceux qui avaient accès à l'école et à ses moyens techniques de sécurité. Le gardien correspondait parfaitement à cette description. Des détails inquiétants de son passé, précédemment cachés par la direction de l'école, furent découverts. 1 an avant la disparition d'Olivia, O'Hara avait fait l'objet de plaintes de la part des parents d'une élève des classes supérieures. La jeune fille avait alors signalé à ses parents que le gardien l'avait suivie à plusieurs reprises sur le chemin du retour, maintenant toujours une distance importante et n'établissant pas de contact direct. L'école n'avait pas signalé cela à la police, préférant renvoyer le gardien pendant quelques semaines, puis le réintégrer discrètement lorsque les plaintes s'étaient apaisées. Cette histoire avait été soigneusement dissimulée, craignant un scandale qui pourrait nuire à la réputation de l'établissement scolaire. Maintenant, les enquêteurs se demandaient sérieusement si de tels épisodes avaient pu se répéter et passer inaperçus. L'affaire prit une toute autre tournure. O'Hara ne s'était pas simplement retrouvé par hasard dans le cercle des suspects. Il pouvait très bien avoir un motif et un accès pour commettre ce qui était arrivé à Olivia. La police commença à revérifier l'alibi du gardien le jour de la disparition d'Olivia. Auparavant, il avait affirmé qu'il se trouvait à l'école jusqu'à midi ce jour-là, après quoi il serait supposément rentré chez lui pour faire ses bagages, car il avait déjà planifié son déménagement. Mais un nouvel interrogatoire du personnel de l'école donna des résultats ambigus. Certains enseignants affirmaient avoir vu le gardien dans le bâtiment toute la journée. D'autres ne pouvaient catégoriquement pas confirmer sa présence après-midi. Ce qui semblait particulièrement suspect, c'est que les caméras de vidéosurveillance de l'école, capables de confirmer ou d'infirmer ces dires, étaient justement tombées en panne ce jour-là, environ 1 heure avant la disparition d'Olivia, et avaient recommencé à fonctionner tard dans la soirée, après la fermeture de l'école. En essayant de vérifier son téléphone portable, les enquêteurs se heurtèrent également à des incertitudes. Le signal de l'appareil disparut dans la zone de l'école et réapparut loin, en dehors de la ville, tard dans la nuit. Les soupçons s'intensifiaient, et l'alibi de Michael O'Hara ressemblait de plus en plus à une légende préparée à l'avance qu'à une séquence réelle d'événements de cette journée. Compte tenu de ces faits, l'enquête a de nouveau concentré tous ses efforts sur le gardien de l'école. Un avis de recherche officiel a été émis contre lui. La police a envoyé des demandes aux États et villes voisins où O'Hara pouvait avoir des parents ou des connaissances. Les médias ont de nouveau été impliqués dans l'affaire, publiant des photos de Michael et racontant en détail son passé. Pour le public, il était redevenu le principal suspect, et sa fuite soudaine ne faisait que renforcer ses suppositions. Parallèlement, la police a vérifié les adresses précédentes et les lieux de résidence du gardien, interrogeant tous ceux qui pouvaient le connaître personnellement. Plusieurs voisins se sont souvenus que Michael avait toujours été une personne renfermée, préférant la solitude et ne maintenant pratiquement aucun contact avec son entourage. Avec chaque nouveau témoignage, l'image du gardien devenait de plus en plus sombre et inquiétante. Néanmoins, malgré tous les efforts de la police et l'attention soutenue du public, on ne parvenait toujours pas à trouver de preuves directes de l'implication de Michael O'Hara. Il n'était accusé que sur la base de circonstances indirectes et d'un comportement étrange. L'enquête s'est retrouvée à nouveau piégée dans sa propre version, incapable de la confirmer ou de la réfuter définitivement. De façon inattendue, au moment de la plus grande tension, alors que toutes les forces de police étaient dirigées vers sa recherche, Michael O'Hara est revenu à Edmonton. Tout à fait calmement, sans être accompagné d'avocats ou de parents, il s'est présenté au poste de police et a demandé à rencontrer l'enquêteur principal de l'affaire Olivia Lawrence. C'était un acte inattendu et courageux, totalement contraire à son comportement antérieur. La police a été prise au dépourvu. Tout ce qui semblait si évident a de nouveau été remis en question.
Pourquoi un homme qui avait évité les contacts pendant si longtemps et s'était caché aurait-il soudainement décidé de se présenter volontairement à l'enquête? Personne ne pouvait l'expliquer. L'enquête a pris un nouveau tournant. Les enquêteurs comprenaient que derrière la simplicité apparente de cette situation se cachait quelque chose de plus important. Et désormais, le sort de l'affaire Olivia Lawrence dépendait en grande partie des déclarations d'Ohara lui-même. Pendant que l'enquête tentait de comprendre les motifs du retour soudain de Michael O'Hara à Edmonton, un autre groupe de détectives a reçu une information inattendue. En examinant les appareils personnels d'Olivia, ils ont découvert un détail qu'aucun des enquêteurs n'aurait pu supposer auparavant. Olivia entretenait un contact permanent avec un adulte inconnu qu'elle avait rencontré dans un chat en ligne privé. Cette correspondance était sérieuse et durait depuis au moins 6 mois avant sa disparition. Au début, personne n'a pris au sérieux le fait qu'une Olivia de 9 ans puisse tenir de telles conversations. Mais la vérification a montré que le compte lui appartenait bel et bien et que la correspondance était régulière. Les experts ont soigneusement étudié son contenu, notant que la personne de l'autre côté était toujours extrêmement prudente. Elle évitait de parler d'elle-même, ne donnait pas son vrai nom et posait des questions avec précaution et sans insistence. Cependant, c'est précisément cette communication apparemment bienveillante et innocente qui suscitait le plus d'inquiétude. Les chercheurs ont remarqué le ton particulier avec lequel l'inconnu s'adressait à Olivia. Les messages semblaient amicaux, presque paternels, et l'étranger proposait souvent à Olivia de lui raconter ses préoccupations et ses problèmes, suggérant que lui, précisément, la comprendrait mieux que ses parents ou ses amis. Olivia faisait confiance à cet interlocuteur et, apparemment, partageait avec lui de nombreux détails de sa vie. Cette correspondance n'avait pas attiré l'attention des parents et était cachée parmi les messages et jeux habituels. Néanmoins, les experts ont établi que quelqu'un avait soigneusement instruit Olivia sur la façon de supprimer les fragments les plus compromettants de la correspondance, les dissimulant à ses parents. Cela signifiait que l'adulte inconnu était parfaitement conscient que ses actions étaient illégitimes et dangereuses. La révélation de cette information a été une surprise pour la famille Lawrence. Les parents ont affirmé qu'ils n'avaient aucune idée de tels contacts de leur fille sur Internet. Cependant, un interrogatoire répété et plus rigoureux de la mère d'Olivia, Rachel Lawrence, a donné des résultats complètement différents. Sous la pression de l'enquête, Rachel a reconnu qu'elle était au courant de l'étrange connaissance en ligne de sa fille, mais n'y avait pas accordé une importance sérieuse. Selon elle, elle craignait la réaction de son mari et de la police. Elle a donc décidé de n'en informer personne, supposant qu'Olivia cesserait elle-même la communication. Les enquêteurs ont tenté de comprendre pourquoi Rachel avait pris si légèrement une situation aussi grave. Elle s'est justifiée en disant qu'elle était convaincue qu'il n'y avait rien de dangereux dans ses correspondances, que la personne communiquait simplement avec sa fille par curiosité, sans mauvaise intention. Rachel semblait sincèrement confuse, mais cela ne faisait qu'accroître les soupçons de la police. Compte tenu de son passé psychologique, les détectives ont supposé qu'elle pouvait consciemment cacher une partie de la vérité, essayant d'éviter un conflit au sein de la famille. Désormais, la police était convaincue à presque 100% que c'était précisément l'interlocuteur inconnu qui était directement impliqué dans la disparition d'Olivia. Tous les suspects précédents sont progressivement passés au second plan et l'enquête s'est entièrement concentrée sur la correspondance en ligne et la recherche de son auteur. Les experts en informatique ont passé plusieurs jours à tenter de déterminer l'adresse IP réelle de l'interlocuteur inconnu. Ce n'était pas si simple, car il utilisait toute une série d'astuces pour masquer sa véritable localisation. Cependant, après un certain temps, les détectives ont réussi à obtenir un indice technique concret. L'adresse IP à partir de laquelle l'étranger se connectait régulièrement au réseau indiquait une petite ville dans l'État voisin. La police y a immédiatement envoyé un groupe opérationnel. Mais arrivés sur place, les détectives ont été confrontés à une nouvelle déception.
L'adresse appartenait à une maison vacante, mise en vente. Les voisins ont indiqué que le propriétaire avait déménagé il y a plusieurs années et la maison était restée sans occupant depuis. L'interrogatoire des habitants locaux n'a donné aucun résultat. Personne ne pouvait se souvenir de personnes qui auraient récemment visité cet endroit. La police a soigneusement inspecté le bâtiment, mais n'a trouvé ni trace de la présence d'Olivia, ni aucun signe de vie à l'intérieur. De toute évidence, quelqu'un avait délibérément utilisé ce lieu précis pour égarer complètement l'enquête. C'était une nouvelle fausse piste soigneusement planifiée, qui a fait sentir aux détectives leur impuissance une fois de plus. Malgré ce nouvel échec, la police ne s'est pas précipitée pour quitter la maison. Les spécialistes techniques ont revérifié le réseau à travers lequel la correspondance avait été menée et ont confirmé « c'est bien de là que les messages avaient été envoyés ». Il est devenu clair que la personne inconnue savait parfaitement comment utiliser des astuces techniques pour dissimuler la vraie piste, laissant la police dans l'impasse à chaque fois. Les détectives ont compris qu'ils étaient confrontés à une personne extrêmement prudente, intelligente et dangereuse. Ils n'avaient pas simplement enlevé Olivia, mais s'y étaient soigneusement préparés pendant de longs mois. Chaque étape avait été anticipée et camouflée. L'enquête a de nouveau atteint un point critique, obligeant les enquêteurs à avancer, espérant découvrir ne serait-ce qu'une trace de la personne qui avait mené cette correspondance étrange et inquiétante avec Olivia. Ils comprenaient que le temps s'écoulait et que les chances de succès s'amenuisaient avec chaque nouvelle fausse piste. Pendant que la police continuait à chercher en vain la solution au mystérieux échange en ligne d'Olivia et l'identité de son énigmatique interlocuteur, un nouveau témoin est apparu de façon inattendue dans l'affaire. Il s'agissait d'un habitant local qui n'avait pas été précédemment impliqué dans l'affaire, mais qui possédait des informations importantes. L'homme a déclaré à la police qu'il s'était souvenu d'un épisode inhabituel lié au jour de la disparition d'Olivia, auquel il n'avait pas prêté attention auparavant. Le témoin, Robert Miles, a raconté que le jour même où Olivia a disparu, il réparait sa voiture dans sa cour. À un moment donné, son attention a été attirée par un homme inconnu qui se comportait étrangement dans la rue, non loin du lieu de la disparition. Selon Robert, l'homme était visiblement nerveux, regardait souvent autour de lui, parcourait la rue plusieurs fois de long en large, comme s'il attendait quelque chose ou quelqu'un. La police a écouté attentivement Miles et a essayé de comprendre pourquoi il n'avait pas signalé cela plus tôt. L'homme a expliqué qu'au début, il n'avait tout simplement pas accordé d'importance à ce qu'il avait vu, attribuant le comportement étrange de l'inconnu à des circonstances fortuites. Ce n'est qu'après que les informations sur la disparition d'Olivia ont refait surface dans les actualités que ses souvenirs lui sont revenus avec force. Robert a clairement décrit l'apparence de l'homme, ce qui a permis à la police d'établir rapidement son identité. La personne dont parlait le témoin s'est avérée être un électricien local nommé Stephen Hart. La police a vérifié son identité et n'a trouvé aucun signal d'alarme dans son passé. Absence de casier judiciaire, travail stable, commentaires positifs des voisins et des clients. À première vue, Hart était une personne tout à fait ordinaire, ne suscitant aucun soupçon. Néanmoins, la police se devait de vérifier cette piste minutieusement. Les détectives ont invité Hart à un entretien. Au début, il semblait tout à fait calme et répondait volontiers aux questions. L'homme a confirmé qu'il était effectivement dans la zone de disparition d'Olivia le jour indiqué, expliquant sa présence par l'exécution d'une commande de travail habituelle dans le voisinage. La police a vérifié cette déclaration et, à première vue, tout semblait assez convaincant. Les clients ont confirmé qu'il était bien à leur domicile aux heures indiquées, qu'il effectuait des réparations électriques et qu'il était parti à peu près au moment qui coïncidait avec la disparition de la fillette. Mais l'enquête ne pouvait pas laisser cette version sans vérification complète. Les officiers sont interrogés Hart à plusieurs reprises, essayant de déceler des inexactitudes dans ses témoignages. Mais chaque fois, Stephen était extrêmement convaincant et précis, ne montrant aucun signe de nervosité. Les détectives ont même vérifié sa voiture et ses effets personnels, mais n'ont fait aucune découverte suspecte. Tout indiquait que Stephen Hart disait la vérité. Malgré la crédibilité de l'alibi de Hart,
Les enquêteurs ont néanmoins décidé d'étudier une fois de plus attentivement sa biographie et ses relations. Son comportement le jour de la disparition d'Olivia semblait trop suspect pour être ignoré. Les détectives ont interrogé les voisins et les amis de Steven, essayant de révéler tout détail caché de sa vie qui pourrait indiquer son implication. Cependant, la vérification n'a rien donné. Au contraire, les gens parlèrent de Steven en termes positifs. Beaucoup le décrivaient comme une personne calme, polie et travailleuse, n'ayant jamais remarqué de comportement étrange chez lui. La police a également étudié ses appels téléphoniques et sa correspondance de cette période, mais aucun contact suspect n'a été découvert. Même le profil psychologique établi par les experts plaidait en faveur de sa non-implication totale. Après plusieurs semaines de vérification méticuleuse, l'enquête a été forcée de reconnaître que Stephen Hart n'avait aucun lien avec la disparition d'Olivia. Il est redevenu simplement un témoin que des circonstances fortuites avaient brièvement transformé en suspect. L'affaire s'est de nouveau retrouvée dans une impasse, et la police a dû se tourner vers d'autres pistes, laissant de côté la figure de l'électricien. L'histoire de Stephen Hart semblait définitivement close. Cependant, des années plus tard, en 2017, le nom de cet homme est réapparu dans les rapports de police d'Edmonton. Stephen Hart a été arrêté de façon inattendue pour plusieurs agressions contre des femmes commises ces derniers mois. La police a établi que ces crimes étaient commis selon un schéma similaire. Il choisissait soigneusement ses victimes, agissait avec précaution et ne laissait presque pas de traces. Ce n'est que par hasard que l'une des victimes a pu l'identifier et en informer la police. Cette information a choqué les détectives qui avaient précédemment exclu Hart de la liste des suspects dans l'affaire d'Olivia. Ils ont soudain compris que l'homme qui semblait auparavant absolument ordinaire et inoffensif était capable de bien plus qu'on ne l'avait supposé initialement. Désormais, la police était à nouveau contrainte de revenir aux documents de l'affaire pour réexaminer le comportement de Stephen Hart le jour de la disparition d'Olivia. L'enquête a repris avec une nouvelle vigueur. Le passé et le présent de Stephen Hart ont nécessité une étude plus approfondie de sa personnalité par la police, et l'affaire de la disparition d'Olivia, qui semblait déjà figée dans l'incertitude, a retrouvé une direction. Après l'arrestation de Stephen Hart en 2017 pour agression contre des femmes, la police a été contrainte de regarder plus profondément dans sa vie. Maintenant, cet homme, qui semblait auparavant être un citoyen ordinaire, représentait une figure bien plus complexe et mystérieuse qu'on ne pouvait l'imaginer. L'enquête a rouvert les documents sur la disparition d'Olivia, réexaminant attentivement chaque épisode de la vie de Hart au cours des dernières années. Lors d'une perquisition dans la maison de Stephen Hart, qui n'avait jamais attiré l'attention de la police auparavant, les officiers ont accidentellement découvert ce qui a bouleversé le cours de l'enquête. Dans le sous-sol de sa maison, soigneusement camouflé et presque invisible dans la pénombre, se trouvait une porte. Cette porte était artistiquement cachée derrière un panneau en bois, et l'entrée elle-même était presque impossible à remarquer sans un examen spécial. Il semblait impensable qu'une maison ordinaire, appartenant à un simple électricien, puisse cacher quelque chose de tel. Les enquêteurs ont immédiatement demandé à Hart des explications concernant cette porte. Mais Steven, habituellement confiant et réservé, paraissait cette fois-ci perdu et nerveux. Il insistait sur le fait qu'il ne savait absolument pas d'où venait cette porte et qu'il ne l'avait soi-disant jamais vue auparavant. Mais les détectives comprenaient qu'une telle explication sonnait trop absurde et peu convaincante. Il était clair que l'électricien cachait quelque chose, bien qu'au début personne ne pouvait imaginer à quel point cette découverte s'avérerait sérieuse. Les interrogatoires sont devenus plus insistants et sévères. Les enquêteurs questionnèrent Steven en détail sur l'agencement de sa maison, la construction et les rénovations qu'il aurait pu effectuer ces dernières années. Mais l'électricien niait obstinément tout travail qui aurait pu conduire à l'apparition d'une pièce ou d'une porte secrète dans sa maison. Il répétait qu'il avait toujours vécu seul et ne recevait pratiquement pas d'invités, donc, selon lui, quelqu'un aurait pu s'introduire dans la maison et arranger tout cela spécialement pour le piéger. Mais cette version semblait faible.
Les experts de la police ont établi que la porte et la pièce cachée derrière elle avaient été aménagées plusieurs années auparavant, approximativement à la période où Olivia avait disparu. La porte habilement dissimulée, selon les conclusions des experts, avait été réalisée par une personne dotée de bonnes compétences et d'outils spéciaux, comme ceux qu'utilisait habituellement Hart lui-même. Tout cela indiquait directement sa possible implication. Malgré l'évidence des faits, l'inspection initiale de la pièce derrière la porte n'a pas donné de résultat immédiat. Les policiers n'ont rien découvert à part une pièce vide et sale, ressemblant à un vieux débarras. Cela a momentanément fait réfléchir les enquêteurs. Peut-être que Hart n'avait vraiment rien à voir avec la disparition d'Olivia et que la porte étrange n'était qu'une circonstance fortuite de plus. Quelqu'un pouvait-il piéger l'électricien, comprenant que la police finirait tôt ou tard par venir ici ? Pendant plusieurs jours, les enquêteurs ont mené une expertise minutieuse de la pièce, l'ont vérifiée centimètre par centimètre, ont étudié les matériaux de construction, les traces de réparation et la peinture sur les murs. Tout indiquait que la pièce secrète avait été aménagée depuis longtemps et utilisée par quelqu'un qui souhaitait garder sa présence inaperçue. Cependant, aucune preuve directe reliant Hart à la disparition d'Olivia n'a été trouvée lors de la première étape. Steven continuait à nier son implication, et beaucoup penchaient déjà vers la version selon laquelle l'électricien était effectivement une autre victime des circonstances, une personne qui avait eu la malchance de se trouver au mauvais endroit, au mauvais moment. La police se préparait à clore une nouvelle vérification de sa maison, revenant à l'étude d'autres pistes. Cependant, au dernier moment, alors qu'il semblait que les policiers étaient pensés prêts à quitter la maison de Hart, un criminologue a accidentellement remarqué une petite différence de niveau à peine perceptible dans le sol en béton, dans le coin éloigné de la pièce. Soupçonnant qu'il pourrait y avoir un autre compartiment caché, la police a décidé d'ouvrir une partie du revêtement en béton. Les travaux ont duré plusieurs heures, et lorsque le béton a finalement été brisé, les enquêteurs sont restés stupéfaits. Sous le béton, à une faible profondeur, des restes humains ont été découverts. Plus tard, l'expertise a confirmé qu'il s'agissait des restes d'Olivia Lawrence. Cette découverte a changé à jamais le destin de Stephen Hart et a définitivement fait passer l'enquête à un tout autre niveau. Désormais, la police savait exactement à qui elle avait affaire et à quel point cet homme était dangereux. L'électricien, qui avait vécu pendant des années à côté de ses voisins une vie tranquille et discrète, cachait derrière son calme apparent le plus terrible des secrets possibles. L'enquête approchait de sa conclusion dramatique. Stephen Hart ne pouvait plus nier l'évidence. Les détectives se préparaient à mettre un point final à l'affaire qui avait bouleversé tout Edmonton. Le mystère de la disparition d'Olivia était presque résolu, mais personne ne connaissait encore tous les détails de ce qui s'était réellement passé derrière la porte que personne n'avait remarqué pendant si longtemps. Après la découverte des restes d'Olivia dans le sous-sol de la maison de Stephen Hart, l'enquête a encore eu besoin de plusieurs semaines pour mettre définitivement tous les points sur les « i ». L'électricien discret, un homme auparavant complètement inaperçu qui vivait modestement et tranquillement, sans aucun signe apparent de danger, se retrouvait maintenant définitivement au centre de l'affaire la plus retentissante à Edmonton. Depuis des décennies, policiers et procureurs travaillaient sans relâche, recueillant soigneusement chaque détail pour porter une accusation impossible à contester. Lorsque les documents de l'affaire ont été déposés sur le bureau du procureur du district, il est devenu clair que Stephen Hart comparaîtrait devant le tribunal pour le meurtre d'Olivia Lawrence. Le procès a commencé dans une atmosphère de tension qui régnait dans toute la ville. Les habitants d'Edmonton, qui vivaient depuis longtemps avec un sentiment d'incertitude et de peur, espéraient enfin obtenir les réponses qu'ils attendaient depuis si longtemps. Le procès est devenu un événement qui a révélé au public l'ensemble du tableau de l'affaire, toutes les erreurs et les fausses pistes qui avaient dérouté la police pendant près de 6 ans. Il s'est avéré que toutes les versions que l'enquête avait vérifiées précédemment, des soupçons envers David et Rachel Lawrence au faux témoignage du gardien Michael O'Hara,
et de l'inconnu du chat en ligne n'avait aucun fondement réel. La seule personne responsable de la tragédie était Stephen Hart, qui avait réussi à vivre près de 6 ans comme si rien ne s'était passé, cachant soigneusement la terrible vérité sous ses pieds. Les experts criminologues, témoignant au tribunal, ont confirmé que la pièce dans le sous-sol de Hart avait été spécialement aménagée pour dissimuler le crime. Stephen avait passé beaucoup de temps à masquer soigneusement les traces, créant l'impression d'un débarras ordinaire et d'un sol en béton sous lequel personne n'aurait pensé chercher quoi que ce soit de suspect. Il possédait des compétences professionnelles qui lui avaient permis de créer une cachette presque parfaite. Même des policiers expérimentés admettaient que sans une attention fortuite portée au moindre détail, ce crime aurait pu rester à jamais non résolu. Mais Hart lui-même, malgré toutes les preuves contre lui, continuait à nier obstinément sa culpabilité. Il ne voulait pas révéler le motif de ses actions, ni lors des interrogatoires, ni lors des audiences du tribunal. Il n'a rien dit qui aurait pu éclairer la raison de cette tragédie. Même les avocats de l'accusé, lui posant des questions directes en privé, n'ont reçu aucune explication sur pourquoi il avait choisi précisément Olivia et pourquoi il avait décidé de franchir ce terrible pas. La tension dans la salle d'audience et en dehors augmentait chaque jour du procès. La famille d'Olivia, qui suivait attentivement le déroulement des audiences, essayait de comprendre pourquoi leur fille, précisément, était devenue la victime d'un homme qu'ils n'avaient jamais connu et jamais rencontré personnellement. Cette incertitude augmentait l'amertume et le désespoir des parents, qui avaient déjà pris l'habitude de vivre dans un état d'attente constante et d'inconnu. Et maintenant, alors que le criminel était devant eux, ils continuaient à rester silencieux et énigmatiques. Stephen Hart, tout au long du procès, a fait preuve d'un calme absolu, ne montrant aucune émotion même dans les moments où l'accusation présentait les preuves les plus choquantes. Au début, il a essayé de convaincre le tribunal de son innocence totale, affirmant que quelqu'un essayait de le piéger. Mais avec chaque nouvelle audience, cela paraissait de plus en plus dénué de sens et désespéré. Ses paroles ne résistaient à aucune critique face aux preuves réelles et aux éléments présentés par les procureurs et les experts. L'accord final de ce procès a été la décision du tribunal. Après plusieurs semaines d'audience, l'étude de dizaines de preuves et de témoignages, le tribunal a rendu son verdict final. Stephen Hart a été reconnu coupable du meurtre d'Olivia Lawrence et condamné à la prison à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. C'était une conclusion juste d'un long et douloureux chemin parcouru par la police, la famille et toute la ville, qui tentait de comprendre comment un homme ordinaire, vivant parmi eux, avait pu commettre un crime si cruel et rester inaperçu si longtemps. Mais même après le prononcé de la sentence, les questions principales sont restées sans réponse. Stephen Hart n'a donné aucune explication, n'a pas prononcé un mot de repentir, ni la moindre allusion au motif de ses actions. La famille d'Olivia a quitté la salle d'audience sans avoir obtenu de réponse à la question la plus importante. Pourquoi cela leur était arrivé précisément à eux et précisément à Olivia? Malgré la conclusion de l'enquête et le verdict rendu, la véritable cause de la tragédie est restée un mystère que Stephen Hart, apparemment, a décidé d'emporter définitivement avec lui. L'affaire d'Olivia Lawrence est devenue l'une des plus connues et des plus mystérieuses dans l'histoire criminelle du Canada. Elle a montré à quel point il est facile pour une personne de cacher sa véritable nature en vivant à côté de son entourage et à quel point le chemin vers l'établissement de la vérité peut être complexe. La ville d'Edmonton se souviendra longtemps de cette histoire dans laquelle une porte simple, presque invisible, est devenue la clé d'un crime terrible découvert trop tard.